BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Il y a eu aujourd'hui le D-Day pour la Banque Centrale Européenne qui a donc baissé ses taux, mais il y a aussi le D-Day avec cette commémoration du 80e anniversaire du débarquement. C'était donc le 6 juin 1944. Bonsoir Hubert Védrine. Bonsoir. Merci d'être avec nous, ancien ministre des Affaires étrangères. On a vu, il y avait Emmanuel Macron, Joe Biden en visite officielle et en visite d'État à Paris. Il y avait Volodymyr Zelensky, le roi Charles III. Bref, ils étaient très nombreux pour cette commémoration. Qu'est-ce que vous retenez pour vous de vos images que vous avez peut-être vues de cette commémoration? Ça veut dire quoi? Que le monde libre... Ça, c'est le terme de la guerre froide. C'était le thème de la guerre froide, mais le monde libre, est-ce qu'il existe encore à vos yeux? Et vous vous dites oui quand vous voyez ce tapis rouge avec toutes ces personnalités. Ce qui me frappe, c'est qu'avec le temps qui passe, c'est de plus en plus important. Les commémorations des années 50 et 60 n'étaient pas du tout comparables à ça. Donc on voit bien que pour le 60e, 70e et maintenant le 80e anniversaire, c'est de plus en plus important. En plus, il y a un contexte particulier. Si on raisonnait historiquement, puis c'est un rassemblement d'historiens, c'est impossible de ne pas associer les Russes. Parce que sans l'Union soviétique, sans Stalingrad, qui a cassé à moitié l'armée nazie, le débarquement n'aurait pas été possible après. Mais... On va rappeler que les Russes n'étaient pas invités à cette commémoration. Alors bon, on peut dire que, d'ailleurs il y a certains opposants à Poutine qui le regrettent. Mais Poutine s'est rendu ininvitable dans les dernières années. Donc on peut comprendre ça. Mais il faut rappeler en même temps que Roosevelt et Churchill, enfin dire Churchill en premier parce que Roosevelt n'est arrivé dans le jeu qu'après, n'auraient pas pu gagner contre Hitler sans Staline. Sans Staline. C'est incompréhensible puisque l'Occident, depuis qu'il a cru avoir tout gagné à la fin de l'URSS, est redevenu complètement manichéen. Mais c'est la réalité historique. Mais dans le contexte réel en 2024, on ne peut pas associer Poutine. Donc c'est compréhensible. C'est dommage qu'on n'ait pas pu trouver des anciens combattants russes, mais je pense que Poutine ne les aurait pas laissés venir. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est un rassemblement occidental dans une séquence où il y a ça, puis le G7, bon, dans quelques jours, puis le sommet de l'OTAN. Dans la première 15, je crois que c'est le 9-10 à Washington. Voilà les étapes importantes pour redémontrer, reproclamer l'unité de l'Occident, notamment sur la question Ukraine. Oui, et on va voir que c'est pas si évident que ça. Mais est-ce que c'est pas une nouveauté, parce que c'est le cas depuis 2 ans quand même. Hein. Enfin, c'est réaffirmé de façon spectaculaire au moment où il y a des doutes et une interrogation sur l'élection américaine. Exactement, parce que cet anniversaire, il intervient au cœur d'une année quand même où il y a beaucoup d'élections très importante. Il y a l'élection du 9 juin, l'élection européenne, et puis il y a surtout l'élection américaine du 5 novembre. Pas toutes, vous dites, mais cette élection européenne là qui arrive, ce qui montre quand même, ce qui est inquiétant, c'est qu'on voit cette montée du populisme. Et est-ce que c'est une manière de dire attention? En tous les cas, est-ce que c'est l'interprétation politique et non pas géopolitique qu'il faut prendre? Je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien entre les deux d'ailleurs. Certains le font. Sur le mot populisme, il y a tout un débat. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que, disons, c'est la traduction du sentiment d'abandon en Occident par les classes populaires et moyennes, qui ont conclu au bout de 15-20 ans que la mondialisation était bonne, en gros, pour les Chinois. Bon, donc c'est ce qu'on appelle le populisme. Mais depuis que les élites dénoncent le populisme, il n'a pas reculé. Non. Moins qu'on puisse dire. Donc ça sert à rien. Enfin, en tout cas, c'est inefficace. Sinon, on ne serait pas en train de s'interroger sur l'éventuelle élection de Trump, qui n'est pas sûr non plus. Mais c'est possible. Donc pour moi, c'est 2 phénomènes assez différents. Et l'élément important, l'élection européenne, bon, on sait d'avance que le Parlement sera un peu plus à droite, un peu plus rigoureux sur les questions migratoires, mais ça ne change pas grand-chose en réalité. Oui, mais en même temps, ce qu'on peut dire, c'est quand même cette commémoration, c'est quand même un peu une mise en garde, si vous voulez, un signal d'alarme contre les dangers de l'extrémisme et de l'isolationnisme. Oui, mais moi je ne vais pas bien. Non, mais je l'entends comme ça, parce que c'est ce qui est dit. Mais je ne vois pas de lien entre ça et les motivations des gens qui, en Europe, votent pour des partis extrêmes. D'ailleurs, la question numéro 1, c'est la question migratoire, vous voyez bien. On voit bien dans les études dans tous les pays, regardez l'évolution de la gauche scandinave là-dessus. Donc si les questions migratoires, on a besoin de plein de gens, mais si ça avait été bien géré, s'il n'y avait pas eu un détournement géant du droit d'asile employé à d'autres fins depuis 20 ou 30 ans, je pense que les partis extrémistes seraient à
à la moitié ou au tiers de ce qu'ils sont. Donc je ne fais pas le lien automatique tel que c'est présenté. Ce n'est pas votre point de vue, c'est la question que vous posez qui est normale, parce que c'est la question qui circule. Enfin, je voulais dire que l'élection européenne, on connaît le résultat d'avance, et c'est beaucoup moins important que l'élection américaine, qui est vraiment déterminante. Oui, elle est déterminante. Alors en quoi est-elle déterminante ? Sur beaucoup de fronts, puisqu'on parle de fronts aujourd'hui, et qu'il y a une tentation quand même du repli des États-Unis. Enfin, certains experts le disent, je vous me direz si vous le confirmez ou pas, tant sur le plan économique que géopolitique. Parce que ce qu'a mis en place Joe Biden contre l'Inflation Reduction Act, ça a été quand même, c'était un coup d'une épée de Damoclès, enfin plus qu'une épée de Damoclès, pardon, c'était un coup de poignard dans le dos des économies européennes, parce qu'on voit bien qu'il y a des délocalisations massives vers les États-Unis. C'est pas le but. En tous les cas, il l'a pas empêché, quoi. Non, mais il l'a pas fait contre l'Europe. Il a tiré les leçons de l'évolution et de la montée du Trumpisme. Il a vu que c'était largement lié au fait que tout le grand business moderne, technologique d'Amérique avait tout fait fabriquer en Chine. Les Américains ont dit on est abandonnés, donc on vote Trump. Donc Biden s'attaque à ça, avec un plan qui est un plan keynésien. Alors du coup, en effet, efficace. Il est remarquable, le plan. Remarquable. C'est ce que l'Europe aurait dû faire par elle-même avant, au lieu de gémir après. Voyez. Donc il s'attaque à l'élément, les motivations du vote, et il n'est pas différent des autres, c'est America First. Alors, la globalisation, la mondialisation américaine, l'américano-globalisation a été formidable pour l'Amérique pendant 30 ou 40 ans, quand ils croyaient que le fait de mettre la Chine dans l'OMC allait la rendre démocratique. Bon, évidemment, c'était un plan erroné. Ça n'a pas marché. Donc, l'Amérique revient, ils ont un semi-protectionnisme, puisque la libéralisation totale des frontières des autres ne les garantit plus. Bon, l'Europe a qu'à faire pareil, c'est pas un drame monstrueux. On va pas sortir de la mondialisation. On va vers une fragmentation, mais pas une fin. Bon, et d'autre part, il n'a pas du tout fait ça pour embêter les Européens. Alors, les Européens n'ont qu'à réagir en faisant eux-mêmes. Oui, ils n'ont qu'à réagir. Mais justement, Thierry Breton, commissaire européen français, il dit, quelque part, il faudrait établir un peu des rapports de force avec les États-Unis. Est-ce que pour que l'Europe s'affirme, parce que là on a un peu le sentiment qu'on est en train de tomber dans une trappe, dans une fosse terrestre entre les deux plaques tectoniques que sont les États-Unis et la Chine. Des gens comme Chevènement ont dit ça depuis 30 ans. Hein. Oui. Mais vous, Hubert Védrine ? Mais moi je suis d'accord avec ça. Et d'ailleurs, le président Macron, dans son discours Sorbonne 2, il a fait remarquer que c'était absurde que l'Europe toute seule continue à appliquer intégralement et sans aucune correction des principes d'ouverture généralisée que personne d'autre n'applique complètement. Même pas les Américains, quand ils le professaient pour les autres. Bon, donc il y a une correction qui arrive, à mon avis, 10 ou 15 ans trop tard, mais qui est bonne à prendre par rapport à ça. Après, il faut équilibrer, parce que même si vous avez des éléments de protectionnisme pour des raisons de souveraineté et autres, ou des raisons d'emploi ou pour reconquérir les populations tentées par des votes extrêmes, il faut que ce soit plus ou moins bien coordonné avec l'Amérique. C'est une des questions de Trump, parce qu'il y a la question défense et il y a la question guerre commerciale avec Trump. Absolument. Ça, et d'ailleurs, Biden, ce ne sera pas totalement différent, contrairement à ce qu'on croit là-dessus. Oui, peut-être que sur l'aspect défense, ça sera moins offensif que ce que laisse suggérer Donald Trump, qui a même dit peut-être que du reste l'article 5 du traité de l'OTAN qui dit que si un des pays de l'Alliance est attaqué, il faut que tout le monde réagisse. Ça dépend s'ils ont suffisamment contribué ou pas. Non, mais il ne le fera pas. Vous n'y croyez pas? C'est de la provoque. Je n'y crois pas, parce que les États-Unis veulent rester numéro 1. Que ce soit des démocrates ou des républicains, qui soient, j'emploie pas le terme gnangnan sur le repliement là, mais quelle que soit la position des Indiens, ils veulent rester numéro 1. Ils veulent pas que la Chine devienne numéro 1, quel que soit le président. Donc s'ils perdaient leur influence sur l'Europe, et que l'Europe, qui a hyper peur de ça, mais qui serait peut-être obligée de s'organiser en vrai, ils perdraient une influence évidente en tant que puissance numéro 1. Et les Chinois l'interpréteraient comme un affaiblissement de l'Amérique. Donc je ne crois pas que Trump aille au bout de ça. D'autre part, le gigantesque complexe militaro-industriel technologique dont parlait déjà Eisenhower il y a longtemps, il veut garder des marchés sous influence en Europe. Oui, on voit le bien. Bon, donc je ne crois pas que Trump... Il est tellement imprévisible qu'il ne faut pas imaginer qu'il va faire exactement ce qu'il dit avant. D'accord. Non, mais parce que c'est le propos qu'il a tenu le 10 février, c'était il n'y a pas si longtemps. Vous me direz, vous avez raison, entre avec Donald Trump, on ne sait jamais. En revanche, sur la guerre commerciale, oui, c'est quasiment sûr. Oui. Je reviens sur l'OTAN parce que le sommet le 19 juin. Est-ce que, quand même, sur l'OTAN,
que l'Europe, l'Union européenne, je sais bien qu'on parle d'alliance, mais l'Union européenne, est-ce qu'elle a les moyens de sa sécurité sans l'OTAN? Non. Non, mais l'Union européenne n'a pas de compétences militaires. Oui, pour l'instant. Non, mais ça fait des dizaines d'années. Emmanuel Macron, il voudrait. C'est un choix des Européens, après la guerre, de demander aux Américains de les protéger. Et les Européens ont obtenu l'Alliance, puis l'OTAN. Et ça n'a pas changé. Les idées françaises, quelles qu'elles soient, même si elles sont très justifiées, apparemment, intellectuellement, etc., n'ont jamais été soutenues par les autres. Donc vous ne croyez pas dans l'autonomie stratégique de l'Union européenne, cette idée, ce concept, ce principe, ce que vous voulez défendu par Emmanuel Macron? Je l'approuve et j'applaudis comme objectif. Maintenant, je constate que les Européens ne veulent pas lâcher la proie pour l'ombre. Donc il faut que l'ombre devienne consistante. Donc ça dépendra de Trump. Alors les autres Européens voudraient éviter ça, en fait. Ça leur fait peur, ça coûte cher, c'est dangereux, etc. Et puis il faudrait les électeurs, il faudrait les brusquer un peu. Mais il se peut que Trump oblige les Européens. C'est ça l'élément Trump sur l'Europe, qui est assez différent de la question commerciale et taxes et douanes, etc. Et là, il faut que je sois préparé, comme une hypothèse. Si c'est pas Trump, ben voilà, la question se pose autrement. Préparé pour que les principales puissances en Europe, mais je ne suis pas de l'Union, hein. Oui. Je ne suis pas de l'Union. Et vous faites bien de parler des pays européens principales. De l'Alliance. Oui. Il y a la Grande-Bretagne dedans. Donc ça supposerait, pour réagir le mieux possible à Trump, qui est une alliance préparatoire, peut-être discrète pour le moment, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Pologne, Italie. Parce qu'on voit bien aussi qu'il y a une tentation aussi des États-Unis, et encore une fois Donald Trump, de diviser, de jouer un peu la division, notamment que ce soit ses relations avec Viktor Orban, avec... Mais ils l'ont toujours fait, ça. Oui. Contre De Gaulle, ils n'ont jamais cessé de faire ça. Ils ont employé tous les moyens pour affaiblir De Gaulle. Et d'ailleurs, dans les récits des gens qui connaissent bien, beaucoup de gens qui vous écoutent connaissent par cœur l'histoire industrielle, c'était une bataille sans arrêt, en fait. Donc c'est pas tout à fait nouveau. C'est comme quoi la bataille géopolitique est quand même très liée à la bataille commerciale. Les Européens sont tellement révulsés par la vulgarité de Trump, on va dire, qu'ils imaginent que ceux en face sont des gens merveilleux tels que les Européens les souhaitent. Non, mais de toute façon, on a changé d'air. C'est pas les mêmes États-Unis. On reviendra pas aux États-Unis en technicolor. Donc il faut se préparer, même dans l'hypothèse de Biden reconduit, à une relation où il faudrait s'affirmer, en effet. Je fais une petite parenthèse là. Oui, mais en même temps, ce nouveau monde, ces nouveaux États-Unis, États d'Amérique, ils ont quand même deux octogénaires, ou presque, comme candidats à l'élection présidentielle. C'est complètement fou. Il n'y a personne n'émerge. Et où est le problème, alors? Quand même, c'est une nation où aujourd'hui on parle d'IA tout le temps, avec les grands géants de la technologie. Enfin, il y a un côté, je sais pas, il y a un côté totalement schizophrène. Mais je vois pas ce qui permet ce commentaire. Ils disent ce qu'ils veulent, d'abord. Non, mais ça, on est d'accord, Hubert Védrine, on est d'accord, merci. Mais c'est étonnant, c'est une démocratie qui est fatiguée, qui est affaiblie. Non, je vois pas le lien entre les deux. Non. Est-ce que Reagan a été un mauvais président? Oui, mais c'était une époque très différente. Pourquoi? Là, ce qu'il a fait, Reagan, c'était vraiment de réduire d'une manière drastique la fiscalité des entreprises américaines. Donc, oui, mais enfin, il l'a fait. Oui, mais aujourd'hui, il était considéré comme trop vieux. Oui. Et d'autre part, le bilan de Biden est excellent, en fait, quoi que pensent les Trumpistes. Et sa politique internationale est très intelligente. Celle de Biden, Blinken, Sullivan, qui est l'inspirateur de l'ensemble. Donc je vois pas le lien entre l'âge. D'abord, ils élisent qui ils veulent. Et on n'a pas théorisé. Merci, ça, oui, on sait. Enfin. Les démocraties ont tellement de problèmes actuels, internes, on n'a pas ajouté une sorte de théorie du jeunisme. Est-ce qu'il faut redouter les menaces de Vladimir Poutine? Et s'ils élisaient des gens très très jeunes, comme ils l'ont fait d'autres fois, comme était Kennedy d'ailleurs au début, très bien, ce serait leur choix. Oui, ça serait leur choix, ça, on ne pourrait pas revenir dessus. Est-ce qu'il faut redouter les menaces de Vladimir Poutine? Il y a un peu d'escalade de part et d'autre. Bon, c'est un risque qu'on prend, en fait. Alors, même dans la logique... Comme quoi? Même dans la logique Biden, qui est en gros la logique occidentale jusqu'à maintenant, les Polonais, les Baltes voudraient aller plus loin, mais ça consiste à dire on empêchera Poutine de gagner en Ukraine. Ça, c'est le raisonnement depuis le début. Mais on ne se laisse pas prendre dans l'engrenage. Dans ce raisonnement, il a fallu admettre, ces dernières semaines, les grands pays, que quand les Russes tirent depuis la Russie sur des villes en Ukraine,
à la fin des fins, on ne peut pas empêcher les Ukrainiens de répliquer sur ces zones-là. Alors, ce qu'il a dit tout à l'heure, Joe Biden, c'est que les armes des États-Unis qui ont été autorisées à aller sur le territoire russe ne serviront pas à frapper Moscou ou le Kremlin. C'est ce qu'il a assuré tout à l'heure. Il y a des limites très claires. Voyez. Alors, c'est pas étonnant que Poutine cherche à remenacer. Parce qu'il est obligé de constater que ces menaces, depuis le début, nucléaires et autres, n'ont pas d'effet, n'ont pas empêché cette escalade limitée encore. Il s'agit bien, non pas d'attaquer la Russie, mais d'empêcher Poutine de gagner en Ukraine. C'est le même raisonnement. Donc quand il dit ça, il y a une vraie escalade de sa part, je le vois en fond, là, Poutine, quand il dit qu'il pourrait autoriser d'autres puissances. D'autres pays tiers. Des pays tiers, donc des pays hostiles à l'Occident, à utiliser des missiles russes pour attaquer. Ça concerne le monde entier. Ça peut avoir lieu n'importe où dans le monde. Donc là, il y a clairement beaucoup plus que quand il agitait là. Il rappelait le fait que la Russie était nucléaire, ce que personne n'avait oublié. Là, il y a une escalade qui répond à l'autre. Mais même moi qui suis un animal à sang-froid, je considère qu'on n'avait pas le choix. Et que Biden a raison. Il l'a d'ailleurs fait après que Sunak, le Britannique, puis Macron, puis Biden, puis Scholz s'est dit la même chose. Donc le cœur, et on le verra dans le sommet de l'OTAN, qui est presque plus important que le D-Day aujourd'hui, enfin en termes contemporains, je veux dire. En termes géopolitique. Juste, il nous reste moins d'une minute. Hubert Védrine, vous êtes administrateur de sociétés, de grandes sociétés, vous conseillez les entreprises. Le risque géopolitique, ça reste le risque numéro 1 pour des chefs d'entreprise, non? Ça dépend lesquels. Il y a le compte à rebours écologique, qui est de plus en plus grave. Il y a l'incertitude, intelligence artificielle. Est-ce que c'est génial, panacée ou catastrophe? Et les éléments géopolitiques, mais c'est jamais global pour une entreprise. Les entreprises pour lesquelles c'est hyper important ce qui se passe en Chine, ou aux États-Unis, ou en Afrique, ou au Proche-Orient. Donc il y a des risques géopolitiques qui sont remontés tout en haut. Et c'est jamais global. Voilà, heureusement pour elles. Il n'y a que les gouvernements. Vous serriez vos problèmes en fonction de vos marchés. Merci beaucoup Hubert Védrine qui nous a aidé à décrypter un peu cette journée, du moins les enjeux. Merci Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. Et puis donc on a bien noté 19 juin, le sommet de l'OTAN qui sera très important. Non, le sommet de l'OTAN c'est en juillet. Juillet, ah pardon, vous avez dit 19. Alors je me suis trompé si j'ai dit ça, c'est le 9 juillet à Washington. 9 juillet, voilà, comme ça, ça fait important de le corriger. Merci beaucoup.